Et si 2026 marquait la fin de l'IA gadget et le début de l'IA vraiment stratégique. Entre régulation, explosion de l'adoption et pression des marchés, l'intelligence artificielle entre dans une nouvelle ère et ça va impacter directement votre business. Bienvenue dans le débrief IA en 10 minutes, votre rendez-vous pour comprendre l'actualité de l'IA sans jargon mais avec un vrai regard business. On se retrouve 3 fois par semaine, les lundis, mercredis et vendredis à 10 heures pour décoder ce qui se joue derrière les annonces des géants de la tech, des régulateurs et des marchés financiers. Aujourd'hui, on va voir pourquoi 2026 ressemble de plus en plus à l'année où l'IA devient une infrastructure aussi critique qu'Internet, mais sous surveillance rapprochée. On commence par le front politique et réglementaire, côté États-Unis. En mars, 3 échéances fédérales viennent structurer la politique IA américaine, pendant que l'Oregon adopte la toute première loi spécifique aux chatbots. Concrètement, cette loi impose plus de transparence sur le fait de parler à une machine, encadre l'usage des données et vise à limiter les risques de manipulation ou de désinformation. Ce n'est pas encore un cadre fédéral complet, mais c'est un signal fort. Les États américains n'attendent plus Washington pour encadrer l'IA. Pour les entreprises, ça veut dire 2 choses. 1. Le temps du "on expérimente sans cadre" est terminé, même sur des usages apparemment simples comme un chatbot client. 2. Tout projet IA doit désormais intégrer, dès le design, des questions de conformité, de traçabilité et de protection de l'utilisateur. Autrement dit, l'IA n'est plus qu'un sujet tech, c'est un sujet légal et réputationnel. On traverse l'Atlantique pour aller en Europe où le Parlement européen vient d'adopter une résolution dédiée aux droits d'auteur et à l'IA générative. L'idée centrale. Oui, l'IA générative ouvre des opportunités énormes, mais pas à n'importe quel prix pour les créateurs. Les eurodéputés insistent sur plusieurs points clés. Transparence sur les données d'entraînement. Quels contenus ont été utilisés, dans quelles conditions? Respect du droit d'auteur. Comment rémunérer ou au moins reconnaître les auteurs dont les œuvres servent à entraîner les modèles? Responsabilité. Qui porte la responsabilité en cas de violation massive du copyright par un système génératif? Pour les entreprises européennes, ça veut dire que utiliser un modèle génératif boîte noire sans information sur ces données devient de plus en plus risqué. On va voir monter en puissance 2 tendances. Les modèles souverains ou spécialisés entraînés sur des corpus maîtrisés et documentés. Les clauses contractuelles beaucoup plus strictes avec les fournisseurs d'IA pour transférer ou partager les risques juridiques. Si vous déployez de la génération de contenu à grande échelle, marketing, documentation, code, il est temps de parler sérieusement avec votre juridique et votre DSI. Passons maintenant au marché et à la réalité des usages. Les chatbots génératifs. Les dernières analyses de parts de marché montrent une structure assez claire. Un leader très dominant, quelques gros challengers qui progressent vite et une longue traîne d'acteurs plus spécialisés. Côté usage, 3 grands blocs se détachent: la productivité individuelle, rédaction, résumé de documents, email, traduction, génération de code. Le support client, assistant de premier niveau, FAQ dynamique, aide à la résolution de problèmes simples. Et, plus timidement, les usages vraiment métiers, assistant pour les commerciaux, pour les juristes, pour les techniciens terrain. Ce qui est intéressant, c'est que malgré la hype, la majorité des utilisateurs restent encore sur des cas d'usage généraux. Pour une entreprise, l'opportunité est claire. Il y a un énorme levier de création de valeur dans le passage du générique au spécialisé. Autrement dit, prendre ces briques de base que sont les grands modèles et les adapter à vos process, vos données, vos métiers. C'est là que se joue la différenciation, pas dans le choix du chatbot à la mode, mais dans la manière de l'intégrer profondément dans le travail quotidien. Et justement, cette généralisation de l'IA se voit déjà dans les chiffres grand public. Le baromètre du numérique 2026 montre que l'usage de l'IA est passé en 2 ans d'environ 20% à 48% de la population, presque un utilisateur sur 2. Pour comparaison, il avait fallu 5 ans pour qu'Internet passe d'un taux d'adoption similaire. Cela veut dire 2 choses. L'IA n'est plus un sujet réservé aux technophiles, c'est un outil du quotidien, au même titre que le smartphone. Les attentes utilisateurs montent très vite. Plus de qualité, moins d'erreurs, plus de personnalisation. Pour les entreprises, ce n'est plus une option. Vos clients, vos collaborateurs, vos partenaires ont déjà intégré l'IA dans leurs réflexes.
Ne pas offrir d'expérience augmentée par l'IA, c'est bientôt apparaître en retard, comme une entreprise qui aurait ignoré le web au début des années 2000. On regarde maintenant comment tout cela se traduit sur les marchés financiers. À Wall Street, les indices sont tirés vers le haut par les valeurs technologiques liées à l'IA. Nvidia est à nouveau sous les projecteurs, avec l'annonce de nouvelles puces dédiées à l'IA. Le message implicite est très clair. L'infrastructure matérielle reste le nerf de la guerre. Sans GPU, pas de modèle puissant, pas de déploiement massif. Pour les entreprises, surtout les grandes organisations, deux enjeux se dessinent. Choisir entre externaliser massivement l'IA dans le cloud ou investir dans une partie d'infrastructure en propre pour mieux maîtriser les coûts et la souveraineté. Anticiper les tensions sur la capacité, pénurie de GPU, file d'attente sur les services cloud, hausse potentielle des prix. L'IA devient un poste d'investissement à part entière, avec une ligne dans le budget au même titre que le SI, le réseau ou la cybersécurité. Dernier point de ce débrief, le cas Meta et plus globalement la fin de ce qu'on peut appeler le IA récréatif. Meta a décidé de repousser la sortie de son nouveau grand modèle, nom de code Avocado, au moins jusqu'en mai. Officiellement, il s'agit d'améliorer les performances, de gérer les risques et d'ajuster le lancement. Mais ce report illustre surtout une réalité. On ne peut plus lancer un modèle majeur à la va-vite. Les risques réglementaires, réputationnels et concurrentiels sont trop élevés. En parallèle, plusieurs analyses parlent de fin de l'IA récréative. On sort de la phase où les entreprises testaient des chatbots pour le fun, pour la com ou pour l'image d'innovation. On entre dans une phase d'industrialisation. On parle de ROI, de gains de productivité mesurés. On parle d'intégration dans les workflows, dans l'ERP, dans le CRM. On parle de gouvernance des modèles, de sécurité des données, de continuité d'activité. La frontière devient nette entre les organisations qui ont structuré leur stratégie IA et celles qui se contentent encore de POC isolés. Dans quelques années, cette différence se verra directement dans les bilans financiers. Pour résumer, 2026 marque un tournant. Les États commencent à encadrer sérieusement l'IA, les marchés misent massivement dessus, l'adoption grand public explose et les entreprises n'ont plus le luxe de jouer avec l'IA comme un gadget. Si vous êtes dirigeant, manager ou décideur, les questions à vous poser maintenant sont simples. Quel cas d'usage IA apporte un vrai avantage compétitif à mon organisation? Est-ce que je maîtrise les risques réglementaires, juridiques et d'image associés? Et surtout, comment je passe de l'expérimentation à l'industrialisation sans perdre le contrôle? Si ce format vous aide à y voir plus clair, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochains épisodes du débrief IA en 10 minutes. On se retrouve lundi, mercredi et vendredi à 10 heures pour continuer à décoder, en français et sans bullshit, le nouveau paysage de l'intelligence artificielle. À très vite.